Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Joyeux, il identifie les mots, leurs valeurs et leur sens, il découvre de nouveaux mots, il parvient comme ça à redonner du sens à ce texte qu'il appelle le traité de Ptah. Il trouve une fois pour toutes que son système fonctionne, et il le prouve. Emporté par son enthousiasme, il écrit une nouvelle lettre à M. Dacier au pied du temple pour lui annoncer que son système s'applique aux tombes et aux temples pharaoniques. Au retour, les savants campent dans une vallée désertique mais qui renferme des dizaines de tombes. La vallée des rois. Champollion visite la tombe de Séti Ier qui le laisse sans voix. Les parois et les plafonds sont littéralement couverts de hiéroglyphes. Soudain, un texte lui donne la chair de poule. Il s'agit d'un texte funéraire, le célèbre Livre des morts. Et oui, c'est donc Champollion qui, le premier, recopie un texte funéraire égyptien, réunissant la quasi-entièreté du panthéon égyptien. Or, ce récit mentionne l'existence dans l'au-delà égyptien d'un enfer, d'un paradis et d'un jugement divin. Aïe! Ce texte remet en question le dogme de l'Église catholique qui, au début du XIXe siècle, est la garante incontestée de la vérité. Pourtant, Champollion lit dans la tombe d'un célèbre pharaon des récits qui ressemblent étrangement... Étrangement à quoi ? Au récit biblique. Il parle d'Osiris, un dieu sage et bon qui meurt assassiné mais qui est ressuscité, comme Jésus, par sa sœur et épouse Isis, appelée Mère de Dieu, comme la Vierge Marie. Attention, danger, cette découverte est trop importante, trop périlleuse, trop explosive. Champollion prend donc la sage décision de garder ce secret brûlant pour lui. Ça y est, il a enfin compris. Le temps passe vite, trop vite, à son goût. Il voudrait tout voir, tout copier, tout traduire, mais faire un inventaire complet de tous les monuments, temples et tombes, tout ça c'est impossible en si peu de temps. Il faudrait plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Alors il n'arrête pas. Il copie, il dessine, il note tout ce qu'il voit, il apprend, il mange à peine, il dort peu. Il ne ménage pas non plus ses collaborateurs qui sont sommés de toujours copier plus de textes, de scènes figuratives. Il se transforme véritablement en tyran que les savants italiens supportent de moins en moins. Il les épuise et surtout, il s'épuise lui-même. Souvenez-vous, il est de nature fragile. Les cadences qu'il impose à son corps l'affaiblissent de plus en plus. En décembre 1829, c'en est trop, le corps lâche. Champollion fait ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Gravement malade, épuisé, il est ramené à Paris le 23. Il doit se résoudre à laisser inachevée l'œuvre pharaonique, c'est le cas de le dire, qu'il désirait tellement réaliser, mais ce qui a été fait est déjà tellement colossal. L'expédition a établi les fondements de l'égyptologie, complétant les recherches des savants de l'expédition napoléonienne. Champollion garde néanmoins pour toujours des souvenirs impérissables de son séjour au bord du Nil. Tous les travaux des savants de l'expédition sont publiés pour la partie française, après le décès de Champollion, sous le titre « Des monuments de l'Égypte et de la Nubie », 4 volumes de planches, 1835-1845, et notices descriptives, 2 volumes de textes, 1844-1889. Alors il n'est pas encore mort, il n'a pas le temps de se reposer, il doit maintenant trier, analyser, publier les montagnes de documents que les savants ont rapportés d'Égypte, bien sûr. Il doit en même temps, il ne faut pas oublier, s'occuper de la galerie égyptienne du Louvre et de la chaire d'égyptologie au Collège de France, une chaire créée spécialement pour lui en 1829, la première chaire d'égyptologie en Europe, qu'il occupe depuis 1831. Sans oublier sa charge à l'Académie des Belles-Lettres et Inscriptions, où il a été brillamment élu évidemment. Il s'affaire à la rédaction d'une grammaire égyptienne maintenant. Il défend de toutes ses forces l'enseignement de l'égyptologie. Il parvient à convaincre le roi de choisir les 2 obélisques de Luxor plutôt que ceux d'Alexandrie, parce que les inscriptions y sont plus nombreuses. Mais voilà, surchargé de travail. Là, cette fois, il n'en peut plus, son corps ne suit plus. Déjà, affaibli par des crises de gouttes récurrentes avant son départ en Égypte, il en revient avec les poumons et le foie gravement atteints. Il lutte 2 ans encore, obstiné comme il est. Il tient jusqu'au 29 février 1832. Et là, une attaque violente d'apoplexie le plonge dans un semi-coma. Alors on ne sait pas exactement de quelle maladie il souffrait, peut-être atteint de tuberculose, de bilharziose ou d'un virus ramené d'Égypte, on ne sait pas, peut-être même les 3 à la fois. Il va mourir sans doute aussi d'épuisement. Il est aussi probable qu'il soit victime de l'épidémie de choléra qui va s'abattre sur la capitale.
quoi qu'il en soit. Champollion, c'est alors qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Il règle ses dernières volontés avec son frère Jacques-Joseph, qui ne le quitte plus depuis son retour. Sur son lit de mort, il demande à être entouré des objets qu'il a rapportés d'Égypte, ses sandales et ses vêtements arabes, ainsi que ses carnets de notes et de croquis. Il rend l'âme le 4 mars 1832, à seulement 41 ans. Son frère l'inhume au cimetière du Père-Lachaise, à proximité de la tombe de leur ami le préfet Joseph Fourier. Jacques-Joseph, dévasté par la mort de son frère, s'occupe alors de préserver sa mémoire. Il achève et fait publier, à titre posthume bien sûr, la grammaire égyptienne ou principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne appliquée à la représentation de la langue parlée. Il faut prendre sa respiration avant. À l'époque, les titres étaient à rallonge. Œuvre colossale de 500 pages, commencée par Jean-François. Le 24 avril 1833, le roi ordonne que tous ces dessins, manuscrits et livres soient rachetés par l'État dans l'intérêt de la science et du bien commun national. 3 ans plus tard, le roi Louis-Philippe fait ériger l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde comme un ultime hommage aux déchiffreurs des hiéroglyphes. Au passage, l'obélisque de Luxor est le plus ancien monument de la capitale. En 1841, la méthode d'apprentissage des hiéroglyphes égyptiens est complétée par la publication du dictionnaire égyptien tant désiré par Champollion, mais resté jusque-là inachevé. Cette œuvre complète permet encore aujourd'hui à des centaines d'égyptologues de décrypter leurs découvertes réalisées en Égypte. Jacques-Joseph lutte alors pour défendre la mémoire de son frère. Il publie ses travaux restés inachevés. Il poursuit néanmoins une carrière, lui, remarquable, passionné par l'archéologie en France et à l'étranger. Après avoir été bibliothécaire à Grenoble, il occupe ensuite le poste de professeur de littérature grecque à la faculté des lettres de Grenoble, avant d'en devenir le doyen. De 1828 à 1848, il est nommé au poste de conservateur des manuscrits à la Bibliothèque royale à Paris. Dans le même temps, il enseigne en tant que professeur de paléographie à l'école des Chartes. Il termine sa carrière en tant que bibliothécaire du château de Fontainebleau et il s'éteint finalement en 1867. Aujourd'hui, en novembre 2022, le nom de Jean-François Champollion résonne à nos oreilles dès qu'on évoque la civilisation égyptienne et son écriture si belle et si mystérieuse, et plus encore en cette année où nous célébrons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. C'était l'occasion, du coup, dans cette émission, de lui rendre hommage et de retracer son long combat, ses réussites, ses échecs, ses doutes et ses désespoirs aussi, jusqu'à la résolution finale. On a également voulu mettre en avant sa démarche novatrice dans son souci de pédagogie dans la transmission de son savoir. Cette histoire est maintenant connue de tous depuis le XIXe siècle. Toutefois, l'émission a mis en lumière tous ceux qui, bien avant Jean-François Champollion, s'étaient attelés à relever ce défi et qui, par leurs recherches, finalement ont fourni les premières clés aux héros de Figeac pour ouvrir toutes les portes de l'histoire égyptienne. En cette année égyptienne, de fait, un fait nouveau est mis en avant en ce qui concerne la résolution du mystère des hiéroglyphes égyptiens. Le rôle insoupçonné et pourtant capital que j'ai tenté de vous raconter, joué par Jacques-Joseph Champollion Figeac. Effectivement, c'est lui qui, par son soutien encore une fois indéfectible, sa passion de l'histoire et des civilisations anciennes, son énergie remarquable, a permis à son frère cadet de progresser sur la route semée d'embûches du déchiffrement de ces signes mystérieux. En réalité, le long chemin vers le déchiffrement des hiéroglyphes, vous l'avez compris, c'est fait à deux. Ce sont bien 2 Champollions qui ont donné naissance à ce qu'on appelle de nos jours l'égyptologie. Les diverses animations et expositions qui jalonnent cette année 2022 remettent dans la lumière le lien fusionnel qui unissait les 2 frères, sans lequel rien n'aurait été possible. Mais il n'y a pas que les Français qui peuvent se montrer fiers de l'exploit accompli par Jean-François Champollion. Les restaurateurs du musée égyptien de Turin revendiquent eux aussi l'héritage de ce grand homme. Effectivement, lorsque ce dernier passe 8 mois dans cette institution toute neuve, comme je vous l'ai expliqué, il s'est donné pour mission de restaurer les milliers de fragments de papyrus ramenés d'Égypte par le consul Drovetti. Il va passer de longues heures à étudier, à préserver ces documents si précieux dans un atelier qui existe toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'atelier des restaurateurs de la papyrothèque de Turin. Ces hommes et ces femmes chanceux s'inscrivent donc dans la continuité des travaux de Champollion et évidemment, ils marchent sur ses traces. Un dernier point, un point actualité.
Si la passion des hiéroglyphes ou de l'Égypte antique vous dévore, je vous conseille fortement de regarder sur la plateforme France.tv la série en 4 épisodes, diffusée le dimanche 23 octobre dernier sur France 2. Vous allez y revivre l'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes étape par étape avec des images magnifiques. Et cette série fait également le lien entre Champollion et un jeune dessinateur anglais perdu dans sa campagne natale qui, par un coup extraordinaire du destin, devient égyptologue et se lance à la recherche d'un pharaon inconnu et oublié de tous. Lui aussi doit alors mener un long et rude combat jusqu'en ce jour miraculeux de novembre 1922. Mais ça, c'est une autre histoire. Au niveau bibliographique, maintenant, énormément de choses bien sûr, vous l'imaginez, de C.W. Ceram, l'aventure de l'archéologie chez Hachette. Eduardo Gurgel, il y a 200 ans, Champollion découvrait la clé de la lecture des hiéroglyphes, histoire numismatique, ça date de 2022. Viviane Koenig, Champollion et l'énigme des hiéroglyphes chez Scrinéo, c'est tout récent, 2022 également, c'est excellent, c'est très bien écrit, très bien raconté. Éléonore Fournier, le musée des Champollions en Isère, c'est un dossier Archéologia de même 2021. Pascal Vernus, la clé de Champollion, simple comme un hiéroglyphe, l'histoire National Geographic 2013, et enfin de Jaromir Malek, les trésors de l'Égypte ancienne, de la pierre de Rosette à la tombe de Toutankhamon, l'histoire passionnante de l'égyptologie au National Geographic France, ça date de 2010. Voilà, on se retrouve dans une semaine, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.